Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine et une nouvelle édition. Nous sommes le lundi 9 mars, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. Vous le savez probablement, le pape Léon XIV se rendra à Monaco le 28 mars. Eh bien, le programme de la journée vient d'être dévoilé et vous allez le découvrir dans quelques instants. C'était un moment émouvant, les retrouvailles des derniers ressortissants monégasques bloqués au Moyen-Orient avec leurs familles. Ils sont arrivés à l'aéroport de Nice hier. Pendant 2 jours, des parlementaires de toute l'Europe sont en principauté dans le cadre de la réunion de la Commission des questions politiques et de la démocratie de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Retour sur le premier Grand Prix de la saison où Charles Leclerc est monté sur la 3e marche du podium. Le point sur cette nouvelle édition marquée par de grands changements qui ne font pas forcément l'unanimité. Avec nous le spécialiste Eric Bilderman et le directeur technique des événements à l'Automobile Club de Monaco, Ronan Le Gallou. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Grace Gayoro, joueuse internationale de football, était à Paris pour dévoiler son documentaire intitulé Power au-delà du terrain. Retour sur la projection de cette championne de la paix au sein de l'organisation monégasque Peace and Sport. Et nous terminerons par de la culture entre le concert de ce week-end donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et l'exposition de jeunes de l'IUM à la galerie L'Espace 22. Le programme du déplacement du pape Léon XIV a été dévoilé avec entre autres une arrivée en hélicoptère et une grande messe au stade Louis II. Théo Schumer, ça va être une journée chargée le 28 mars. Oui, Fabien, le programme de ce voyage apostolique du pape Léon XIV le 28 mars prochain a été publié cet après-midi par le Saint-Siège et le Palais Princier, relayé par le diocèse de Monaco. Plusieurs temps forts à retenir pour cette visite, avec d'abord l'arrivée du souverain pontife prévue à 9h à l'héliport de Monaco, direction ensuite le Palais Princier pour la première séquence de la journée, audience officielle entre les deux chefs d'État, remise de cadeaux et discours au balcon sous le regard des monégasques et résidents. Notez que l'accès au rocher sera ouvert à tous les visiteurs pour accueillir le cortège avec la papamobile, mais dans une jauge limitée. L'autre temps fort de la matinée se poursuivra à la cathédrale de Monaco avec la prière de la liturgie des heures, à 11h précisément. Elle durera environ 30 minutes et notez qu'elle ne sera pas ouverte au public, mais se tiendra sur invitation. À 11h40, le cortège redescendra du rocher pour rejoindre cette fois l'église Sainte-Dévote, où le pape rencontrera les jeunes catholiques et les catéchumènes, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas familier avec le jargon, les personnes qui se préparent à recevoir le baptême et à entrer dans l'église. Il s'agira d'un moment également ouvert au public. Et la grande séquence de la journée se tiendra l'après-midi, Théo. Oui, le moment le plus populaire de cette visite papale au sens premier du terme aura lieu à 15h30 au stade Louis II. Ce sera la messe du samedi de la 5e semaine du carême, grand moment du calendrier liturgique. Il faudra tout de même s'inscrire pour des raisons évidentes. Et justement, le maire a adressé un courrier aux Monégasques pour préciser toutes les conditions d'accès aux différents sites de la journée. Expliquez-nous. Alors évidemment, vous vous doutez bien que la principauté sera vite saturée, alors l'accès à la place du Palais le matin sera réservé en priorité aux monégasques, conjoints et résidents qui pourront récupérer des bracelets d'accès ainsi que leur place pour le stade Louis II à l'espace Léo Ferré. Pour les monégasques et conjoints, ce sera du 16 au 20 mars et du 18 au 20 mars pour les résidents. Mais pour toutes les séquences de la journée, y compris celles ouvertes à tous, vous pourrez vous rendre sur le site internet qui s'affiche sur votre écran, vous y inscrire à partir du 16 mars et y retrouver toutes les heures auxquelles accéder aux différents sites de l'événement. Et puis à 17h30, il sera l'heure pour le pape Léon XIV de reprendre la direction du Saint-Siège après cette visite historique dont il aura honoré la principauté, je le rappelle, pour la toute première fois à l'époque contemporaine. Voilà donc pour le programme de cette journée que vous pourrez également suivre avec nous en direct sur Monaco Info le 28 mars. Merci Théo. Passons à un sujet qui doit préoccuper grandement le pape Léon XIV, le conflit en ce moment au Moyen-Orient. Eh bien, les derniers ressortissants monégasques qui étaient bloqués dans cette zone sont rentrés hier. Ils sont arrivés à l'aéroport de Nice aux alentours de 19h. Un moment de retrouvailles émouvant avec leurs proches qui les ont accueillis à la sortie. Théo Schumer et Marie-Ève B étaient avec eux et ont pu recueillir leurs témoignages. Il est presque 19h lorsque les derniers monégasques qui étaient bloqués au Moyen-Orient passent les portes du terminal 1 de l'aéroport de Nice. Des larmes de soulagement pour ces 3 filles parties pour des vacances à Dubaï qui ont viré au cauchemar. On était à Dubaï, au Jumeirah Village, et bon, on a entendu plein de missiles dès le premier jour où on est arrivé, et on a un peu stressé, donc on a un peu alerté tout le monde, toute notre famille, etc. Et là, c'est là où on a réussi à avoir contact avec Benjamin Valli, etc., pour qu'il nous aide. Ça faisait même pas 24 heures qu'on était là, donc on a eu de la chance de pas avoir de problème au niveau du logement.
puisqu'on était logés de toute façon pour la semaine. Donc on n'a pas eu ce problème-là, mais les vacances ont tourné au cauchemar et c'était plus une semaine de vacances, mais plus une semaine de cauchemar. On a envie de reprendre nos petites vies, bien tranquilles, bien rangées et voilà, pour les prochaines vacances, on verra plus tard. Même sentiment de soulagement pour leurs familles qui ont suivi la situation à distance, le téléphone en permanence à la main, mais victimes de leur impuissance. Heureusement que de nos jours maintenant nous avons FaceTime, tout ça, les visios, donc on a pu vraiment rester bien en contact. On a eu le gouvernement qui était très proche de nous et qui nous ont beaucoup aidés mentalement, psychologiquement. Et on les remercie encore 1000 fois. Grâce à eux, franchement, on restait quand même un peu en confiance. Voilà. On a eu très peur, on a eu beaucoup d'angoisse et tout. Bon, maintenant, les choses sont derrière nous. Je pense qu'on va parler que du bon et on va oublier un peu tout ce drame. Voilà. Pour accueillir les ressortissantes et leurs familles, justement, la ministre des Relations extérieures Isabelle Béraud-Amadei et le directeur des relations diplomatiques Benjamin Valli qui ont déployé avec leurs équipes toute leur énergie pour tenter de trouver une solution, recenser les monégasques bloqués, négocier avec les compagnies aériennes pour les faire rapatrier, mais également soutenir personnellement les familles au bout du fil. Et je crois que c'est l'accomplissement aussi d'un grand travail qui a été mené par les services du gouvernement. Des réunions qui ont lieu pendant toute la semaine pour essayer de trouver des solutions qui permettent de rapatrier donc, tous nos ressortissants monégasques qui étaient bloqués au Moyen-Orient. Et voilà, nous y sommes arrivés, donc on est très heureux et ce soir de voir le sourire sur les visages à la fois des personnes qui sont rentrées et de leurs familles, c'est une très grande satisfaction. Ces monégasques en provenance des Émirats arabes unis étaient les dernières à être rapatriées. Les autres bloqués au Qatar sont arrivés le matin même. Plus de peur que de mal, mais une sacrée histoire à raconter pour ces voyageuses qui peuvent enfin rentrer à la maison. Ayons une pensée pour les habitants de cette zone qui restent sur place. Direction le Novotel où se tient depuis ce matin la réunion de la Commission des questions politiques et de la démocratie de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Pendant 2 jours, des parlementaires de toute l'Europe sont en principauté pour évoquer de nombreux sujets d'actualité. Le reportage de Frédéric Hélion sur des images de Jean-Alexandre Dordet. Grande première en principauté ce lundi au Novotel. Pour la première fois de l'histoire, Monaco accueillait, à l'initiative du Conseil national, une réunion de la Commission des questions politiques et de la démocratie de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. La principauté connaît la valeur du dialogue et pendant 2 jours, les parlementaires vont échanger sur différents sujets d'actualité dans un contexte international sous tension. Alors c'est un honneur déjà de les avoir, d'avoir tous mes collègues avec lesquels je travaille depuis énormément d'années, avec des changements. Je fais partie de cette commission depuis très longtemps et surtout le Conseil de l'Europe. Et donc les recevoir là, pour la première fois avant que que Monaco prenne la présidence du comité des ministres, évidemment, c'est un moment historique. C'est cet après-midi que ça va réellement commencer avec des résolutions qui sont en discussion. Évidemment, le travail de la Commission est secret, mais il y a beaucoup de sujets qui vont apparaître et je pense qu'en sujet essentiel, ça va être maintenant l'Iran, ce qui se passe en Iran. L'Ukraine a toujours beaucoup pris de place dans les discussions, mais on a eu des discussions sur Chypre, on a beaucoup de discussions sur des pays européens qui nous entourent. Ci occupiamo veramente della democrazia, dei diritti umani, dello Stato di diritto, dei 46 paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa ed è stato un piacere venire qui a Monaco. Parleremo delle sfide che le nostre democrazie stanno affrontando, sempre avendo la bussola in una direzione, la pace, la costruzione delle democrazie, il benessere dei nostri cittadini. Présent aux côtés du président du Conseil national Thomas Brezzo et de la présidente de cette commission de l'APCE, le ministre d'État Christophe Mirman s'est également exprimé ce lundi matin en ouverture de ce rendez-vous parlementaire. Comme vous le savez, la principauté de Monaco assumera cette année pour la première fois de son histoire la présidence du comité des ministres. Depuis son adhésion au Conseil de l'Europe en 2004, notre pays n'avait encore jamais été appelé à exercer cette haute fonction. Et nous mesurons à sa juste valeur l'honneur et la responsabilité que cela représente. Ainsi, le gouvernement princier, le Conseil national et l'ensemble des institutions monégasques sont à pied d'œuvre depuis plusieurs mois
Et nous nous préparons avec rigueur, enthousiasme et détermination pour faire de cette importante échéance une réussite. Je conclurai en faisant mien les mots du prince Régnier III, qui, alors que nous nous apprêtions à adhérer au Conseil de l'Europe, avait qualifié cette belle institution de famille naturelle de la principauté. Dans un peu plus de 2 mois, le 15 mai 2026, Monaco prendra pour la première fois la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Après avoir pris la direction du collège Charles III ce matin, comme chaque jour de la semaine, les élèves ont été contraints de rentrer chez eux. C'est ce qu'ont appris les parents via Pronote. Un arrêt des cours suite à un incident technique affectant l'ensemble de la distribution d'eau, que ce soit la cantine ou les sanitaires. Le collège Charles III est donc fermé ce lundi. Le département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme intervient pour une réparation rapide afin de permettre la reprise des cours dès mardi matin. En sport, nous vous l'avons dit dans une précédente édition, le tennisman Valentin Vachereau s'est qualifié pour les 16e de finale du Master 1000 d'Indian Wells. Il jouera face à Casper Ruud cette nuit, mais ce n'est pas tout. Il vient de se qualifier également en double avec son cousin Arthur Rinderknecht en 8e de finale, en 2-7, 7-5, 6-3 face à la paire Medvedev-Tin. Première course et premier podium pour Charles Leclerc qui a fini à la 3e place du Grand Prix de F1 d'Australie avec devant les 2 Mercedes qui, semble-t-il, ont pris une longueur d'avance dans ce championnat complètement chamboulé par de nouvelles règles et de nouvelles voitures. Avec nous, pour décortiquer tout cela, le spécialiste de F1, Eric Bilderman, bonsoir. Bonsoir. Première course, nouvelle ère, nouvelle formule. Avant de décrypter la course en elle-même, expliquez-nous ce qui a changé par rapport à l'année dernière. En fait, on a eu des changements au niveau de l'aérodynamique sur les voitures, mais c'est avant tout le changement moteur. On a désormais des moteurs thermiques qui ne pèsent plus que 50% de la puissance et 50% est désormais lié au moteur électrique. Et il faut donc utiliser la recharge électrique pour, à un moment donné, obtenir un surcroît de puissance. C'est ce qui remplace quelque part le DRS. On n'a plus donc cette relation avec l'effet de sol et les DRS. On est désormais avec des opérations de boost électrique, de surpuissance. Et en fait, on a vu sur ce premier Grand Prix que la technologie, malheureusement, n'est pas au point. Elle est dangereuse. Elle est peu compréhensible, elle est dangereuse. Vous savez, au départ, on a eu quasiment un accident puisque une Racing Bull n'a pas pu ou quasiment pas démarrer, faute, encore une fois, de puissance batterie disponible. Et Colapinto, par miracle, a échappé à un accident. On a vu aussi Piastri partir dans le mur sur le tour de formation parce qu'à un moment donné, il y a eu un surcroît de puissance électrique. Et la veille, en qualification, c'est Max Verstappen qui a eu un accident une fois de plus parce qu'il y a eu un problème qui est lié à la nouvelle technologie. Au moment du départ, c'est très grave. Et qu'est-ce qu'on fait alors ? Qu'est-ce que vont faire les organisateurs ? Ils vont changer ce système ? Ils vont revenir aux anciennes voitures ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il va y avoir une réunion déjà il va y avoir des réunions cette semaine, mais comme il y a un Grand Prix ce week-end en Chine, on n'a pas le temps de pouvoir intervenir. En revanche, il va y avoir ensuite la possibilité de travailler sur les réglages justement de la récupération d'énergie pour le Grand Prix du Japon. Et ensuite, je pense qu'il y aura une remise à plat plus fondamentale puisque le Grand Prix de Bahreïn, le Grand Prix d'Arabie Saoudite, du fait des événements autour du Moyen-Orient et de la guerre en Iran, devraient être annulés. S'ils sont annulés, ils ne seront pas remplacés. Et là, on aura certainement, non pas un changement de réglementation, mais tout simplement de mettre le taux de recharge électrique que les constructeurs, que les ingénieurs et que les pilotes peuvent maîtriser. Et ce n'est pas aux pilotes, aux constructeurs et à la technologie, eh bien de quelque part subir ce que l'ingénierie n'est pas capable de maîtriser. Et ça a donné quand même finalement pas mal de dépassements pour cette première course, notamment au début entre Leclerc et Russell, je te double, je te redouble, etc. Il y a eu beaucoup de dépassements. Ça a été fantastique. C'est ça le paradoxe, c'est que c'est dangereux, mais les 20 premiers tours sont exceptionnels. Les 8 premiers tours entre Charles avec Lewis qui est en chasse derrière et la bagarre avec George Russell est juste exceptionnel. Donc le spectacle il est au rendez-vous. Il est au rendez-vous malheureusement jusqu'au moment où la virtual safety car a été activée. Les Mercedes sont rentrés et on n'a pas compris les deux Ferrari ne sont pas rentrés. Au moins une des deux, c'est ce qu'a dit Lewis en direct lorsqu'il s'exprime avec ses ingénieurs. Fallait rentrer une des deux voitures pour coller à la stratégie, non pas uniquement de Mercedes, mais de l'ensemble du plateau. Ça a été une vraie déception. C'est dommage. Mais pour le reste, on a vécu 20 tours extraordinaires.
J'allais vous en parler justement, ça leur a coûté la course selon vous ou ça n'a pas eu d'incidence au final? Parce que Charles Leclerc au micro à l'arrivée, il n'avait pas l'impression que ça lui ait coûté la course. Et pourtant, nous, spectateurs, quand on regardait, on s'est dit il y a eu quand même une petite boulette de Ferrari. Alors, je pense qu'il y avait vraiment eu effectivement une erreur au niveau stratégie. Qu'elle ait coûté la course, peut-être pas, parce que les Mercedes, aujourd'hui, on le savait avant le début de la saison, ça a été confirmé, sont les voitures les mieux nées et qui maîtrisent le mieux la gestion électronique et la gestion de la puissance. Je pense que le résultat final, ça aurait été certainement un George Russell, mais peut-être qu'on aurait eu un double podium des Ferrari, ou en tout cas, au moins une deuxième place de Charles Leclerc. Et puis des Aston Martin à l'agonie, des Red Bull qui semblent moins fiables et des McLaren qui n'ont plus la suprématie. La hiérarchie a changé là. Oui, elle a changé. Problème pour McLaren, c'est de comprendre comment utiliser justement les fonctions de gestion électronique et électrique du moteur. Mercedes leur livre un moteur extraordinaire, mais n'a pas livré le mode d'emploi. Une année 2026 qui risque de ressembler à 2014 avec l'ère technologique de cette époque-là, où Mercedes était arrivé en ayant mieux compris, mieux interprété le règlement. Aujourd'hui, en 2026, c'est le cas. Alors après, Ferrari a un avantage incroyable, c'est que eux, ils interprètent au mieux la capacité de démarrer, on va dire, sur les chapeaux de roue, pour utiliser un cliché. On a vu hier, c'était extraordinaire. Donc, le départ on peut voir des Ferrari sur... Oui. Ah ouais, et imaginez que ça arrive sur un Grand Prix. Je ne vais pas vous citer Monaco parce que là, vous allez me dire, je vous adresse un clin d'œil appuyé. Mais si, en partant deuxième ou troisième à la sortie de somme des votes, vous avez Lewis et Charles qui arrivent à doubler la Mercedes qui serait en pôle, ça serait course gagnée. Donc cet avantage-là, j'espère qu'ils vont le garder au moins jusqu'à Monaco. Justement, Leclerc a ses chances là pour le titre ou ça va quand même être compliqué face aux Mercedes qui sont pour l'instant très très fortes? Je crois que ça va être compliqué. Sur le papier, Mercedes, vous savez, ils savaient depuis plusieurs saisons qu'ils ne pourraient jamais être champions du monde dans l'ancienne réglementation. Ils ont travaillé. Et depuis des mois et des mois, tout le paddock sait que le moteur Mercedes est extrêmement bien né. Il y a de la fiabilité. Il y a un très bon pilote qui est à maturité, George Russell. Et puis, de l'autre côté, vous avez Kimi Antonelli, qui ne lui fera pas d'ombre, mais qui prendra les points. Et c'est ce qui s'est passé. Vous avez les deux Mercedes. Donc, le premier, il a pris non pas juste les points face au deuxième, mais face au troisième. On parlait là du Grand Prix de Monaco. Il y a du changement, que ce soit en termes de date, début juin. Et puis, fini aussi les 2 arrêts obligatoires. Oui, on s'est aperçu sur une seule expérience qu'en fait on avait des trains où chacun se mettait derrière les autres et n'avait d'autres possibilités que de suivre le rythme imposé par ceux qui étaient devant, ce qui était une tentative de rendre la course plus excitante. C'est avéré plus ennuyeux. En revanche, vous avez des voitures moins larges. Vous avez des voitures légèrement moins longues, des pneumatiques moins larges. Donc, on peut-être assister à quelques tentatives à la chicane dans 2-3 endroits où, il y a quelques années, on allait au contact et on essayait de doubler. On n'osait plus le faire ces dernières saisons parce qu'on y laissait systématiquement un aileron. Peut-être qu'avec ce léger retour de voiture un peu plus compacte, on va peut-être assister à quelques chiens fous qui vont oser aller mordre les pontons de leurs adversaires. On verra ça. Eric, merci de nous avoir éclairé sur ce début de saison de F1. Merci à vous. Le prochain Grand Prix ce dimanche en Chine, mais plus proche de nous, du côté du circuit du Grand Prix de Monaco. C'est déjà à l'effervescence. Et pour en parler, notre prochain invité est le directeur technique des événements à l'Automobile Club de Monaco, Ronan Le Gallou. Bonsoir. Oui, bonsoir. Cela fait quelques jours déjà que ça s'active autour du circuit du Grand Prix. Alors pour commencer, quel est le calendrier de montage? Ça commence quand et ça se termine quand cette année? Donc le calendrier de montage est étalé sur 8 semaines avant la semaine d'épreuve. On a plusieurs phases. On commence déjà par les grosses structures. Ça dure environ 1 mois. Et après, on fait tout ce qui est à l'intérieur des bâtiments, toutes les connexions électriques, informatiques, voilà. Et toute la partie rail autour du circuit dure, elle, 5 semaines, donc elle va commencer la semaine prochaine. Voilà. D'accord. Et quelle est la complexité de monter comme ça 3 Grands Prix dans une période condensée?
Le problème, c'est que en fait, le circuit reste le même, mais le problème, c'est que tous les paddocks sont complètement différents et on a un temps extrêmement serré pour monter, par exemple, pour la F1, on a des très gros bâtiments à monter sur le quai Antoine Ier, et donc on a très peu de temps, en fait. D'accord. C'est la succession d'événements qui est compliquée. D'accord. Donnez-nous quelques chiffres, si vous en avez. Je ne sais pas, le nombre de personnes qui travaillent autour de ce montage, le nombre de prestataires de services, les tonnes de matériel. Qu'est-ce que vous avez en termes de chiffres ? Alors, en termes de prestataires, on a environ entre 70 et 80 entreprises. Ah oui. On a actuellement 80 personnes qui travaillent pour nous. On monte jusqu'à 200 personnes. Niveau tonnage, rien que la partie modulaire qui est sur le quai Albert Ier, vous avez 1200 tonnes de bâtiments modulaires. Sur la tribune T, la charpente de la tribune T fait 700 tonnes et il y a 200 tonnes de contrepoids en béton. Donc déjà, on est à 900 tonnes avant de mettre les gradins. Voilà. Quelques chiffres. D'accord. Et là, le Grand Prix de F1 de Monaco a changé de date. C'est la première fois. Est-ce que ça change quelque chose pour l'Automobile Club ? Alors, en termes de montage, pour nous, ça ne change rien. C'est en termes de démontage que ça nous pose problème. Parce qu'il y a le problème des événements qui sont derrière nous et le temps de démontage est extrêmement serré. On a actuellement un petit problème avec le jumping qu'on est en train de résoudre, mais voilà, c'est pas évident. D'accord. Qu'est-ce qui est mis en place autour du montage des 3 événements pour faciliter l'accessibilité des piétons autour du Grand Prix ? Parce que c'est pas toujours facile de circuler dans cette zone, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait ? Est-ce que vous y faites attention ? Alors oui, on y fait extrêmement attention, on essaye de laisser toujours un passage. Par contre, il y a des opérations de levage où on ne peut pas laisser passer les gens. On a des gardiens, on a 25 gardiens qui font un roulement, on a une quinzaine de gardiens en même temps. Si vous voulez, on a des opérations qui sont 24 heures sur 24, donc on a des gardiens de jour et de nuit. Voilà. Et on essaye de faire un maximum d'opérations, de grosses opérations de levage sur la route les nuits. Voilà. D'accord. En tant qu'amoureux des courses automobiles, vous avez regardé, j'imagine, le premier Grand Prix de la saison ? Oui, effectivement. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ça vous a plu ? Oui, c'était un beau Grand Prix, il y avait beaucoup de dépassements, mais pour moi, ce sont devenus des voitures d'ingénieurs et pas de pilotes. Donc voilà, j'ai un avis un peu mitigé. Voilà. D'accord, on en discutait avec Eric Bilderman précédemment, il avait un avis un peu comme le vôtre. Rappelez-nous les 3 dates des Grands Prix entre l'électrique, l'historique et la F1. Donc les dates pour le Grand Prix historique, ce sont du 24 au 26 avril. Pour le e-prix, du 16 au 17 mai. Et pour la F1, du 4 au 7 juin. Parfait. Ronan Le Gallou, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Après 3 jours de régate, la 42e Primo Cup a livré son verdict. L'épreuve a réuni plus de 300 régatiers issus de 10 nations et répartis en 3 flottes. Les J70, Smeralda 888 et Lonze Ier. A noter que dans la catégorie des J70, Giangiacomo Serena di Lapigio du Yacht Club de Monaco s'impose au classement général face à une quarantaine de concurrents. Hier, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Grace Gayoro, joueuse internationale de football, était à Paris pour dévoiler son documentaire intitulé « Power au-delà du terrain ». Une sportive pas comme les autres, puisqu'elle est une championne de la paix au sein de l'organisation monégasque Peace and Sport. Une production qui retrace son immersion en République démocratique du Congo, sa terre natale. Un voyage fort en émotion qui met en lumière l'impact social du sport et la volonté d'inspirer une nouvelle génération de jeunes filles. Nos correspondants à Paris, Justin Hadel et Jérémy Henry, étaient sur place. Au cœur de la capitale, c'est au Grand Rex que l'ex-joueuse du PSG a décidé de faire découvrir son documentaire. Pour l'occasion, près d'une centaine de personnes a répondu présent. L'été dernier, la championne de la paix auprès de Peace and Sport a décidé de mener une mission d'exploration entre Kinshasa et Lubumbashi en République démocratique du Congo. Objectif, identifier les besoins locaux et passer du temps avec les plus jeunes. Documentaire réalisé en partenariat avec Peace and Sport, Je joue pour le Congo, mais aussi sa propre association Power Be Great, dont la construction intervient lors de cette mission. C'était obligatoire pour moi d'aller sur place, tout simplement pour connaître les réalités, comprendre les besoins, rencontrer les éducateurs, les jeunes filles, qu'est-ce qui est déjà mis en place et quel peut être mon rôle aussi, qu'est-ce que je peux apporter aussi. Donc c'était super important pour moi d'aller sur le terrain et de comprendre en tout cas tous ces besoins-là, quoi. Je tenais à vous donner aussi des petits cadeaux pour votre journée.
Et puis pour aussi vous remercier, vous encourager aussi à continuer. Cet engagement, Grâce l'entretient depuis plusieurs années à travers de multiples actions. J'ai toujours eu cet appel un petit peu de vouloir aider, de vouloir accompagner, de vouloir transmettre. Comme je l'ai dit l'année dernière, à la même période, j'ai lancé aussi ma BD Croire en ses rêves. Donc je pense que c'était juste une continuité. Je menais déjà des petites actions aussi en France avec le Gay Retour, où j'allais à la rencontre des clubs amateurs, où je partageais justement des moments avec des jeunes filles. Donc c'était vraiment de continuer sur cette lancée-là et le faire sous une forme d'association et tout simplement qui se nomme Power. Une action menée alors qu'elle est toujours en activité. Elle jongle donc entre entraînement, match en championnat, en sélection, son repos et les projets de son association. À ses côtés, Peace and Sport est une épaule sur laquelle elle peut se reposer. Utiliser le sport comme un outil intentionnel, éducatif, au service de la paix par le sport. Avec un objectif très clair, c'est rassembler les communautés qui sont divisées. Le partenariat avec Peace and Sport a été fait pour justement valoriser aussi son engagement, l'accompagner au quotidien sur les différents territoires. Et c'est vrai qu'on a une vraie connaissance du territoire et ça l'aide aussi dans ses projets au quotidien. Durant le documentaire, nous pouvons voir Grâce visiter par exemple une école spécialisée dans le soutien aux jeunes femmes qui rencontrent des difficultés dans leur développement. Établissement qui leur donne accès à la scolarité et au sport, notamment le football. Car oui, comme beaucoup de pays africains, le Congo a besoin d'aide sur ces thématiques. Les besoins, j'ai envie de vous dire que les besoins ils sont monstres, mais avec des athlètes qui s'engagent comme ça donne la possibilité et ça met beaucoup de lumière sur ce qui se fait et ça encourage plein de personnes, même à plus petite échelle, à faire des choses et c'est surtout ça le but de l'initiative. Et dans cette mission, Je joue pour le Congo peut compter sur Peace and Sport. C'est un appui institutionnel, donc ça nous permet de bien être structurés. C'est vrai que nous on est sur place, mais eux, ils ont un regard qui est un peu plus large, donc on travaille en symbiose, c'est parfait. Une fois encore, cet engagement avec la championne de la paix 2025 montre à quel point les actions de Peace and Sport menées avec d'autres associations sont reconnues et qualifiées d'importantes à l'international. Ouvrons une page culture avant de refermer ce journal. Schumann, Fauré et Poulenc étaient au programme du concert donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ce dimanche à l'auditorium Régnier 3, avec en soliste la pianiste Momo Kodama. L'OPMC était dirigé par Christian Zacharias. Reportage de José Sacré et Alexandra Paolini. Tellement tout le concentré de Poulenc qui est dans ce concerto, aussi bien le côté très vivant, le côté tragique aussi. Et apparemment, c'était la première monégasque. Donc, je suis très heureuse de l'avoir créée ici, avec ce merveilleux orchestre avec lequel j'étais déjà venue à 2 reprises. Donc, voilà, je me sens presque un peu en famille maintenant. Elle joue elle fait beaucoup de thèmes aussi, mais aussi beaucoup de couleurs. Elle donne beaucoup à l'orchestre une coloration, voilà, qui est avec beaucoup de souplesse, comme on dit en français. Et c'est un plaisir aussi de travailler pour la première fois avec Christian Zacharias, que je connaissais comme pianiste, évidemment. J'ai écouté beaucoup de ses concerts en tant que pianiste, mais voilà, c'est la première fois qu'on est sur scène ensemble, donc c'était aussi une grande joie.
L'espace 22 accueille jusqu'au 22 mars une exposition qui met à l'honneur de jeunes artistes de l'IUM. Toutes les explications dans ce reportage de Frédéric Hélion et Jean-Alexandre Dordet. C'est une sorte de tremplin et aussi une opportunité de mettre un pied dans le monde de l'art et de montrer leur talent. 17 jeunes étudiants de l'IUM, l'Université internationale de Monaco, exposent en ce moment leurs œuvres à l'espace 22. Ils ont entre 20 et 25 ans et font partie de l'IUM Art Society. On voulait essayer de montrer à les gens qu'il y a des étudiants et que les gens jeunes, et ils ont aussi l'opportunité d'avoir un espace comme ça à Monaco pour montrer l'art et ses capacités. Donc, en fait, pour 2 semaines, on est arrivé à faire cette collaboration avec Espace 22. Et on est très contents et très fiers aussi d'avoir pris cette opportunité pour les gens de l'université. Sur 2 étages, il est donc possible d'admirer et découvrir des photographies, mais aussi différentes sculptures ou peintures. I've always found inspiration from nature, and here we can also see some flower motifs, and that's like what I brought into the background at first. And then also I've always been very passionate about fashion, and that's also what inspires me, and I like doing like fashion motifs, so brought that into these paintings as well. So it's a mix of nature and fashion basically. L'exposition Spring de l'IUM Art Society est à découvrir jusqu'au 22 mars à l'espace 22, de midi à 19h du lundi au vendredi et de midi à 16h le week-end. Et une dernière exposition pour finir, l'aquarelliste David D'Alessandro présente une 50aine de ses œuvres au restaurant Le Marius sur le quai Antoine Ier. Cette exposition qui sublime le corps des femmes s'appelle Master of Watercolor. Et sachez que l'artiste sera sur place pour 3 live paintings mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h30. Nous vous en avons parlé au tout début de ce journal. Les derniers ressortissants monégasques qui étaient bloqués au Moyen-Orient sont rentrés hier. Eh bien, ce sont également les photos de fin de journal de Stéphane Dana. À suivre, la météo d'Alban Gingembre et juste après, les experts basket de Frédéric Hélion et Ali Traoré. Ce journal est terminé, on se retrouve mardi à 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À demain. Bonsoir à tous, nous nous étions habitués à une météo largement agréable. Ces dernières semaines, à partir de demain, on retombe dans les valeurs de saison. À Monaco, une atmosphère perturbée est attendue avec un ciel couvert et de faibles averses. Un vent de nord-est soufflera et les températures seront comprises entre 12 et 14 degrés. Le 10 mars, pensez à souhaiter une bonne fête aux Viviens.